Je viens de créer mon nouveau spectacle, là, Orphéaphone, qui est le premier spectacle de la compagnie que je viens de créer en région Centre, en 2017. On a présenté l'Invocation à la Muse, qui est le début du spectacle au Festival d'Avignon en juillet dernier. Là, on présente la forme complète, qui est donc cette Invocation à la Muse, suivie d'un texte que j'ai écrit en 2012 et que j'interprète au plateau. Voilà, donc c'est un projet très personnel, premier spectacle que je porte comme artiste associé du Centre dramatique de Tours, premier spectacle dans lequel j'interprète un rôle, oui, une grosse partition, sachant que ça faisait 6 ans pratiquement que je n'étais pas remonté sur un plateau comme interprète, donc c'est voilà. Beaucoup de choses qui se transforment dans ce projet. C'est un projet qui parle beaucoup de ça, de la question de la transformation, de la question des nouvelles vies, de la question des deuils qu'il faut faire pour pouvoir commencer des choses nouvelles. Donc c'est un spectacle qui est, je l'espère, porteur de beaucoup d'espoir, mais aussi dans le sens où précisément il règle ses comptes à un certain nombre de fantômes. C'est un texte qui parle à la fois de la question du deuil, qui est toujours une question intime, puis qui parle aussi de la question de la voix, qui est une question qui me travaille particulièrement, puisque moi, mon grand rêve quand j'étais enfant, c'était d'être chanteuse, de faire de l'opéra. Et puis, j'ai eu 2 problèmes pour devenir chanteuse. D'une part, c'est que j'avais pas forcément ce qu'il fallait pour être chanteuse en termes de biologie. Et puis, il y a aussi que le travail du chant est un travail qui est psychologiquement extrêmement difficile. Techniquement, bien sûr, mais aussi psychologiquement très difficile, parce que c'est un travail qui nous confronte toujours à notre rapport à l'idéal. La musique classique est un univers qui se meut dans les hautes sphères du fantasme et dans lequel il est toujours question d'être à la hauteur d'un fantasme de perfection. Et cette chose-là, elle est épuisante. Et en fait, moi, nerveusement, cette chose-là, elle m'a épuisé. Et en 2007, c'est une chose qui m'a vraiment fait craquer, en fait. C'est-à-dire que cette demande permanente d'être à un niveau de perfection et du coup tout le temps la frustration d'être pas si loin, mais pas exactement à cet endroit-là, c'est une chose qui m'a obligé à reconsidérer ma vie de manière très globale. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre plus sérieusement aussi au théâtre, parce que le théâtre, contrairement à l'opéra, est un art qui pour moi embrasse vraiment l'imperfection. C'est un art dans lequel il y a de la place pour la fausse note, pour l'émotion, pour quelque chose qui n'est pas que technique, mais qui est aussi de l'ordre d'un être brut. Et moi, j'avais besoin d'un art qui m'accepte tel que j'étais, en fait, avec mes fissures, avec mes failles, avec ce que j'arrive pas à faire, aussi bien qu'avec ce que j'arrive à faire. Et puis aussi un art qui accepte ou qui me permette d'explorer le trouble dans lequel j'étais à l'endroit du genre. C'est un spectacle qui parle beaucoup de cette question-là. Donc ça parle d'Orphée qui va devenir Eurydice. Orphée ! La transition est une question qui m'intéresse beaucoup, du point de vue du genre, mais pas seulement, parce que ce dont on se rend compte assez vite, dans nos vies, là j'approche de la quarantaine aussi, et c'est qu'en fait la fiction d'une identité unique est précisément fictionnelle. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas par des crises successives dans nos vies, par des deuils, par des dépressions, par au contraire des succès, de se transformer. On passe par plein d'étapes dans nos vies, et j'avais besoin à un moment aussi de parler de cette chose-là, du fait qu'à l'intérieur de nos corps, il y a plusieurs corps, à l'intérieur de nos voix, il y a plusieurs voix. Corps et voix sont des mots qui s'écrivent pareil au singulier et au pluriel. Je pense que ça n'est pas un hasard, parce que voilà, ce qui m'intéressait à un moment, c'était d'ouvrir l'éventail et de chercher un petit peu à explorer ces fissures qui font aussi qui on est au final, quoi. L'écriture du texte a anticipé beaucoup de choses qui sans doute était quelque part dans mon cerveau, mais qui n'était pas encore du tout un état conscient. C'est-à-dire que le spectacle, notamment, parle de cette transformation d'Orphée en Eurydice, donc d'un passage d'une forme de masculinité à une forme de féminité. Et au moment où j'ai écrit ce texte, c'était pas du tout si conscient que ça dans ma vie. Je pense que c'était un fantasme, mais qui n'était pas encore avoué, que c'était des questions qui me touchaient de manière très personnelle.
Puis il y a autre chose aussi, c'est que ce texte met en scène Orphée qui réclame aux dieux qu'on lui rende Eurydice, sauf qu'en fait, sa voix est devenue trop faible pour réussir à émouvoir les dieux. Du coup, les dieux vont se mettre à lui proposer des défis qu'il va relever les uns après les autres dans l'espoir de retrouver Eurydice. Et donc se met en place entre Orphée et les dieux une dynamique de pouvoir, une dynamique de soumission et de domination, dont je me suis rendu compte en fait aussi au plateau qu'elle avait une dimension fortement érotique. C'est-à-dire que c'est aussi Orphée qui accepte de devenir un jouet soumis pour des dieux qui lui en réclament toujours plus. Voilà le pantalon. Encore une minute. C'était sans doute quelque chose de l'ordre d'un fantasme qui était très latent, mais c'est seulement au moment où j'ai été au plateau en répétition, et je me suis dit, mais là, ça me bouge pas que dans la tête, ça bouge aussi des choses dans mes émotions, ça bouge des choses dans mon érotisme, et donc je me suis rendu compte que ce texte, il parlait aussi de la dimension érotique de ces relations de pouvoir, et de ce que aussi ces relations de pouvoir pouvaient créer comme transformation, sachant que la transformation est vraiment un moteur dans mon travail et dans la vie, c'est une chose que je cherche. À quoi me gérer? J'avais envie de transformation, j'avais envie aussi d'explorer de quelle manière un travail de domination peut être un travail de transformation. C'est pour ça que je me suis aussi rapproché d'artistes queer, d'artistes on va dire, peut-être marginalisés par rapport à une culture institutionnelle. Et dans le cadre d'ateliers à Berlin, j'ai rencontré une dominatrice qui s'appelle Caritia Abel, qui est aussi performeuse, enseignante, qui travaille beaucoup sur les questions du BDSM, de la domination. Quelque chose avec Caritia a tout de suite très bien fonctionné parce que c'est quelqu'un qui, comme moi, est issu d'une culture métissée. C'est quelqu'un qui est très intéressé par la dimension du rituel. C'est quelqu'un qui est passionné par les questions de la voix, de la transformation de la voix, de la transformation des énergies. Donc je lui ai proposé de créer avec moi ce rituel, qui est l'invocation à la muse, qui est un rituel dans lequel j'improvise un poème sous la dictée d'une muse qui est interprétée par Caritia Abel, sachant qu'en fait, c'est une espèce de protocole expérimental. Dans cette performance, on met à l'épreuve une intuition que Platon expose dans le Phèdre, qui est que l'inspiration érotique et l'inspiration poétique seraient en réalité une seule et même chose. Donc Eros est à la fois le dieu de la poésie, mais aussi le dieu de l'amour et de l'énergie érotique, et de la sexualité. Donc, j'ai essayé de me mettre dans une situation érotique, qui est cette situation de domination avec Caritia, et de voir de quelle manière sa stimulation pouvait déclencher des images et des mots dans mon cerveau. Donc c'est en même temps un travail sur l'imaginaire, et puis c'est aussi un travail sur le corps. C'est-à-dire qu'il y a cette hypothèse qu'il y a des images qui sont enfermées à l'intérieur de nos corps, et puis que c'est peut-être en ouvrant le corps ou en ouvrant des sensations à l'intérieur du corps qu'on libère ces mots, qu'on libère ces images. C'est un exercice qui est assez casse-gueule parce que certains soirs ça fonctionne très bien et puis certains soirs ça fonctionne moins bien. Ça fait partie de cette forme qu'est l'improvisation. Mais ce que permet cette prise de risque, c'est aussi le partage d'un moment unique avec les spectateurs, puis aussi une forme de franchise, c'est-à-dire que c'est un moment où l'improvisation est une chose sur laquelle c'est beaucoup plus compliqué de tricher avec le spectateur. Et j'avais envie, moi, de partager l'honnêteté de ce processus de création dans ce qu'il a de vraiment jouissif à certains moments, quand quelque chose apparaît, et puis aussi tous les moments de création où c'est difficile et on rame et on cherche dans le noir. J'ai la tête dans un sac pendant tout le rituel. J'avais envie de faire cette expérience
d'une écriture beaucoup plus libre. Parce que, et là ça rejoint aussi des choses que je disais sur l'opéra, j'avais besoin à ce moment-là de mon parcours de création de commencer à créer des formes qui m'obligeaient à ne pas être dans une recherche de perfection. Parce que quand on interprète un texte, on est quand même toujours un petit peu à la recherche de la meilleure façon de dire un vers, le meilleur état. Enfin voilà, il y a cette recherche comme ça d'un idéal qui est en même temps extrêmement porteuse, qui nous porte vers le haut, et puis en même temps qui nous, encore une fois, qui nous frustre et qui nous brise. Donc j'avais envie de chercher une forme qui m'obligerait à accepter un état des choses, qui m'obligerait à accepter que ben voilà, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Ça n'est ni mieux ni moins bien que ce qu'on est en train de faire à ce moment-là. C'est aussi un moyen d'impliquer le spectateur. Parce que le spectateur est aussi responsable de ce qui se passe, de ce qui se passe pendant cette invocation, par l'énergie, par l'écoute qu'il apporte. Et voilà, c'est vraiment un moyen de faire du spectacle comme on ferait une rencontre amoureuse, encore une fois. Moi, c'est un grand moteur, parce que je crois que moi, les spectacles qui me passionnent comme spectateur sont des spectacles qui me mettent dans un état de bouleversement amoureux. Sont des spectacles qui me rendent fou de la beauté que je vois sur scène, qui me rendent fou de la beauté du discours que j'entends sur scène, de la puissance. Mais voilà, donc c'est aussi cette énergie d'amour, c'est une énergie très très forte qu'on cherche dans le spectacle. C'est d'ailleurs là-dessus que le spectacle se termine aussi, dans la tentative de partager un moment d'amour très inclusif avec tous les spectateurs. There will be long nights of darkness. There will be hours of grey. Cette fin du spectacle, en fait, c'est une chanson qui a été composée par Gérald Kurdian, qui est un artiste, performeur, compositeur, très militant aussi sur la question politique, sur la question inclusive, sur la question de l'inclusion des sexualités minoritaires. Et en fait, voilà, on a eu envie de créer cette chanson qui est aussi un hommage à la force de la danse, à la force de la musique pour rassembler, pour fédérer. Et d'ailleurs, Orphée, ça parle aussi de ça. Orphée, c'est le chanteur qui attire tout le monde à lui par la puissance de sa musique, qui efface les frontières entre l'humain, le végétal, l'animal, le minéral. C'est cette espèce de rêve d'une communion universelle dans un érotisme généralisé. Donc c'est ce qu'on essaye de faire à la fin, c'est un peu ambitieux, mais en tout cas ça pour le coup je trouve que c'est un idéal vers lequel il vaut la peine de tendre. C'est un spectacle, comme je le disais, qui parle en même temps pas mal d'érotisme, mais aussi pas mal de la question du deuil. Je pense que l'amour comme la mort sont deux choses qu'on affronte à poil. Donc dans ce spectacle, la question de la nudité s'imposait en fait. Alors c'est une nudité qui est très ritualisée par ailleurs, parce que voilà, il est question de ces transformations, il est question de tous ces moments dans la vie où, je parlais tout à l'heure de nos crises, nos moments de crise sont des moments où on a peu d'égard pour les choses qu'on est en train de porter. La question, c'est vraiment la question du corps, de comment le corps se sent et comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on a viré tous ces costumes qui nous pèsent, Donc, dans ce spectacle, je cherche à traverser des moments comme ça de nudité, mais de nudité essentielle, qui sont les moments voilà, où on est, les moments où on meurt, les moments où on se transforme, les moments où on fait l'amour. Donc tous ces moments de bouleversement, qui sont des moments où le corps, j'allais dire, explose presque dans sa nudité. Puis il se trouve que moi, là, en ce moment, je suis vraiment à un moment de ma vie aussi où j'ai envie de quitter une certaine forme de masculinité dans laquelle j'ai vécu jusqu'ici et puis d'entrer dans une forme d'hybridité peut-être plus grande ou en tout cas d'autoriser mon corps à être ce qu'il a besoin et envie d'être en ce moment. Donc par rapport à ça, je crois que j'avais besoin et envie
de partager cette chose-là avec le public. Alors évidemment, j'avais envie que ce texte, cette histoire d'Orphée Eurydice, qui de toute façon est collective, qu'elle puisse, comme une boule à facettes, justement, rejaillir aussi sur la sensibilité de chacun. C'est un spectacle qui sollicite énormément les spectateurs. C'est parce que ça parle de questions intimes, parce qu'on montre aussi aux spectateurs des choses qu'il n'a pas forcément demandé à voir, qu'il n'a pas forcément envie de voir. Puis c'est un spectacle, moi je trouve, qui, en tout cas la démarche, c'est de parler ensemble de choses intimes, quoi. Donc, et bizarrement, souvent on va au théâtre peut-être pour être diverti de questions intimes plutôt que de plonger le nez dedans. Cette scène tragique, il me faut la jouer seule. Moi, je vis beaucoup ça comme un rendez-vous amoureux ou comme une première fois. Donc, quand on se met nu à quelqu'un, est-ce que la personne en face, c'est quelque chose qu'elle accepte? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle refuse? Quand pour la première fois, on se fait frapper sur un plateau dans le cadre d'un jeu érotique, comme ça arrive dans le cadre de l'invocation à la muse, est-ce que c'est quelque chose qu'on accepte? Est-ce que c'est quelque chose où on va aller plus loin ou est-ce que c'est quelque chose qu'on refuse? Je suis reconnaissant, moi, aux spectateurs s'ils acceptent en fait une expérience nouvelle. Je crois qu'on va quand même souvent au théâtre dans l'espoir de faire une expérience nouvelle. Et encore une fois, moi, mon parcours de spectateur, il est jalonné comme ça de première fois et d'artistes qui m'ont révélé des choses. Je me suis dit, oh la vache, c'est incroyable et j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je voudrais essayer de proposer aux spectateurs quelque chose qui soit de l'ordre de l'émotion d'une première fois. Après, avec des gens qui ont envie effectivement d'accepter cette chose-là et d'autres qui n'en ont pas envie. Les deux réactions sont complètement acceptables. C'est un spectacle. Dans la vie, il faut savoir dire non aussi. Si c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, si ça nous plaît pas, il faut aussi savoir sortir. Et il y a des sorties très sereines parfois de ce spectacle, ce qui est des choses pour lesquelles je suis très reconnaissant. Il n'y a pas de désir évidemment, surtout pas de violenter le spectateur. Il y a le désir de lui proposer quelque chose dans l'espoir que cette chose-là l'intrigue et peut-être lui donne envie de jouer avec nous, en fait. Les expériences artistiques sont des expériences sensibles, des expériences sensorielles et à certains égards des expériences érotiques. Pas forcément dans le sens le plus convenu du mot érotique, mais justement dans le sens où tout d'un coup l'imaginaire, comme quand on tombe amoureux, s'emballe. Donc moi, l'une des choses que j'aimerais, c'est de créer un espace de représentation qui ressemble à un espace d'expérimentation érotique, pour que chacun puisse inventer l'érotisme dont il a envie et dont il a besoin, dans l'acceptation ou dans le refus. Mais de créer un espace dans lequel nos érotismes, donc les personnes que nous sommes, peuvent se développer.